Free audio post-production by alphonic.com. Près d'un cinquième des achats réalisés en ligne sont aujourd'hui retournés et parmi ces retours, près d'1 sur 10 relèvent de pratiques frauduleuses. Rapportés au volume du e-commerce, ces chiffres représentent des dizaines de milliards chaque année. Ils ne relèvent plus de l'anecdote, ils signalent un déséquilibre. La fraude au retour ne s'est pas imposée par rupture, elle s'est installée progressivement au cœur même d'un système conçu pour faire confiance. Produits remboursés sans être renvoyés, articles retournés dans des états ambigus, déclarations de non-réception difficiles à contester. Pris isolément, ces cas apparaissent marginaux, agrégés, ils deviennent un enjeu économique et stratégique majeur pour les enseignes. Si ce phénomène prend une telle ampleur, ce n'est pas par hasard. À mesure que les paiements et la livraison se sont sécurisés, la pression s'est déplacée vers le post-achat. Le retour est devenu l'un des derniers espaces de vulnérabilité d'un commerce arrivé à maturité. Dans cet épisode, j'analyse pourquoi la fraude au retour s'est installée, ce qu'elle révèle des usages et des règles du commerce en ligne et comment certaines enseignes tentent aujourd'hui de reprendre la main sans rompre le pacte de confiance. Car au fond, la question n'est pas seulement celle de la fraude, elle est celle du prix réel de la confiance lorsqu'elle doit désormais être gouvernée. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple, vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Pendant longtemps, le retour a été traité comme une variable secondaire, un sujet logistique, parfois irritant, rarement stratégique. Et pourtant, à lui seul, il représente désormais une masse économique considérable. En 2025, près de 16% des ventes totales des distributeurs américains devraient être retournées, soit l'équivalent de plusieurs centaines de milliards de dollars de marchandises. Dans le commerce en ligne, la proportion est encore plus élevée, proche d'un cinquième des ventes. Ces ordres de grandeur suffisent à déplacer le regard. Le retour n'est plus un détail du parcours, il en est devenu l'un des volumes structurants. Cette réalité n'a pas toujours été perçue comme telle. Pendant des années, le retour a été pensé comme un coût acceptable, presque nécessaire, pour installer durablement la confiance. En contrepartie de l'impossibilité de voir, toucher ou essayer un produit, le commerce en ligne a bâti une promesse simple, celle d'un achat sans risque. Le retour gratuit, ou du moins simple et rapide, ne relevait pas d'un geste commercial accessoire. Il constituait l'un des piliers implicites de la proposition de valeur. Ce cadre a longtemps tenu. Il a accompagné la phase de conquête du e-commerce, soutenu son adoption massive et contribué à imposer des standards d'expérience devenus la norme. Mais à mesure que les volumes ont augmenté, que les parcours se sont automatisés et que la croissance s'est normalisée, cette promesse a changé de nature. Ce qui relevait d'un mécanisme de réassurance est progressivement devenu un usage, puis un réflexe, parfois même une stratégie d'achat.
C'est dans ce glissement que le retour a cessé d'être neutre. Aujourd'hui, il n'est plus seulement un outil de correction, mais un point de friction, un espace où se concentrent les tensions économiques, opérationnelles et relationnelles longtemps masquées par la croissance. Derrière la question du retour se joue désormais celle du coût réel de la confiance, de ses limites et de ses effets pervers. La fraude au retour s'inscrit pleinement dans ce basculement. Elle ne représente qu'une fraction des volumes, autour de 9% des retours selon les estimations les plus communément admises. Mais rapportée à des montants aussi élevés, cette part devient tout sauf marginale. Elle ne s'impose pas par des affaires spectaculaires ou des détournements massifs, mais par une accumulation de situations ordinaires difficiles à isoler, presque banales dans leur forme. Cette fraude-là ne s'attaque pas frontalement au système, elle en exploite les interstices. Là où le paiement est sécurisé, là où la livraison est tracée, le post-achat demeure un espace plus souple, plus permissif, où la décision repose encore largement sur la présomption de bonne foi, un produit remboursé avant contrôle, un colis déclaré non reçu, un article retourné dans un état ambigu. Pris isolément, ces cas paraissent anodins, mais mis bout à bout, ils dessinent un déséquilibre, lui, structurel. Ce qui frappe surtout, c'est que ces pratiques prospèrent précisément là où le commerce a voulu être le plus généreux, là où la rapidité du remboursement est devenue un marqueur de qualité, là où la simplification du post-achat s'est imposée comme un avantage concurrentiel, et là où l'exception s'est transformée en standard. Les enseignes ne découvrent pas ce phénomène, mais elles en mesurent désormais pleinement les effets. Dans un contexte de pression sur les marges, d'inflation des coûts logistiques et de maturité du marché, ce qui pouvait être absorbé hier devient un sujet de gouvernance. Le retour n'est plus un angle mort, il est devenu un révélateur d'un commerce arrivé à un point d'équilibre instable, révélateur des limites d'un modèle fondé sur la confiance généralisée, révélateur enfin de la difficulté à concilier fluidité de l'expérience et soutenabilité économique dans un environnement où les usages ont changé d'échelle. Interroger la fraude au retour, ce n'est donc pas chercher des coupables, c'est questionner un système, ses incitations, ses angles morts, ses contradictions, et au-delà comprendre ce que cette dérive dit de l'évolution du commerce en ligne, de ses promesses fondatrices et des arbitrages qu'il est désormais contraint d'assumer. Le basculement quand le retour change de nature. Le retour n'a pas toujours occupé la place centrale qu'il détient aujourd'hui dans les équilibres du commerce en ligne. Longtemps, il a été pensé comme un mécanisme correctif, presque périphérique, destiné à compenser une faiblesse structurelle du canal digital, l'impossibilité pour le consommateur d'éprouver physiquement le produit avant l'achat. Dans cette configuration, le retour n'était ni un sujet stratégique, ni un terrain de tension, il était une condition d'entrée, ou alors un préalable silencieux à la généralisation du e-commerce. Le retour gratuit, ou tout le moins simple et rapide, répondait à cette logique. Dans un commerce en phase de conquête, il mettait en avant un élément fondamental de la proposition de valeur, réduire le risque perçu pour lever les freins à l'achat. Cette promesse a largement contribué à l'adoption du canal en ligne, en particulier dans les secteurs où l'incertitude produit est forte, mode, chaussures, équipement de la personne. Elle a instauré un climat de confiance nécessaire à une époque où le commerce digital devait encore faire ses preuves. Ce modèle s'est installé durablement, porté par la croissance des volumes et par l'automatisation progressive des parcours. Tant que l'expansion compensait les coûts induits, le retour pouvait être absorbé. Il faisait partie de l'équation économique sans jamais en devenir le centre de gravité, mais ce qui était soutenable dans un marché en forte croissance l'est beaucoup moins lorsque les volumes se stabilisent et que chaque point de marge compte. Le basculement s'opère précisément à cet endroit. À mesure que le e-commerce entre dans une phase de maturité, le retour cesse d'être un simple outil de réassurance pour devenir un usage à part entière. Il ne corrige plus uniquement des erreurs ou des déceptions. Il s'intègre aux pratiques d'achat, parfois en amont même de la décision.
essayer plusieurs tailles, plusieurs modèles, comparer chez soi, puis ne conserver qu'une partie de la commande. Ce comportement longtemps toléré s'est progressivement normalisé. Dans ce contexte, le retour change de nature, il n'est plus l'exception qui valide la promesse, il devient une composante structurelle du parcours, un élément anticipé, intégré, parfois optimisé par le consommateur. Cette transformation n'est pas le fruit d'une dérive soudaine, mais le résultat d'une accumulation de signaux faibles, d'incitations implicites et de standards d'expérience qui ont peu à peu déplacé la frontière entre usage légitime et usage abusif. La massification du e-commerce accentue ce phénomène, l'automatisation des remboursements, la rapidité des processus, la dissociation croissante entre l'acte d'achat et le contrôle physique du produit ont contribué à fluidifier le retour, mais aussi à en diluer la vigilance. Ce qui était autrefois traité au cas par cas est désormais géré à l'échelle industrielle. Le volume impose ses propres règles et avec lui une forme de tolérance systémique. C'est dans cet espace que les tensions apparaissent. Le retour, en se généralisant, révèle ses coûts cachés, coûts logistiques bien sûr, mais aussi coûts opérationnels, environnementaux et relationnels. Chaque retour mobilise des ressources, génère des délais, complexifie la chaîne de valeur. À grande échelle, ces coûts cessent d'être marginaux et ils deviennent structurants. Ce basculement est d'autant plus sensible qu'il intervient dans un moment où les équilibres économiques du commerce sont tous sous pression, inflation des coûts de transport, hausse des charges opérationnelles, concurrence exacerbée sur les prix. Dans ce contexte, le retour n'est plus un simple amortisseur de la relation client, il devient un point de fragilité, un révélateur des limites d'un modèle pensé pour la croissance plus que pour la soutenabilité. Il serait toutefois réducteur d'y voir uniquement une dérive des usages. Ce changement de nature du retour est aussi le produit des choix opérés par les enseignes elles-mêmes, en faisant du post-achat un terrain de différenciation, en accélérant les remboursements, en simplifiant les procédures. Elles ont renforcé un standard d'expérience qui, à terme, a modifié les comportements. Le retour a été conçu comme un avantage concurrentiel. Il emporte aujourd'hui les ambiguïtés. Ce qui se joue à ce stade n'est donc pas encore la fraude au sens strict, c'est une zone intermédiaire, un espace où l'usage légitime se prolonge, se déplace, parfois se déforme. Le retour n'est plus seulement un endroit correctif, il devient un outil d'arbitrage pour le consommateur intégré à sa manière d'acheter. C'est sur ce terrain déjà fragilisé que la fraude au retour va pouvoir s'installer. La fraude au retour, une économie de l'abus ordinaire. La fraude au retour ne s'impose pas comme un choc. Elle ne surgit ni sous la forme d'un scandale, ni comme une rupture brutale des usages. Elle progresse à bas bruit, portée par la banalité de ces manifestations et par la difficulté de tracer une frontière nette entre ce qui relève encore du droit du consommateur et ce qui s'en affranchit. C'est précisément cette zone grise qui lui permet de s'installer. Contrairement à d'autres formes de fraude plus visibles ou plus frontalement délictueuses, celle-ci prospère sur la normalité. Elle emprunte les mêmes circuits, les mêmes interfaces, les mêmes procédures que les retours légitimes. Elle ne nécessite ni contournement technique sophistiqué, ni organisation structurée. Elle repose sur l'exploitation méthodique des règles pensées pour la fluidité et la confiance. Le mécanisme est souvent simple, un produit est commandé, puis remboursé avant d'avoir été contrôlé, un colis est déclaré non reçu sans qu'il soit possible d'en établir formellement l'absence, un article est retourné dans un état ambigu, difficilement contestable sans une inspection approfondie. Pris isolément, chacun de ces cas relève de l'exception. Agrégé, il dessine une économie parallèle, diffuse, intégrée au flux ordinaire du commerce. Cette économie de l'abus se nourrit d'un déséquilibre structurel. Le retour a été conçu pour réduire la friction, pas pour supporter la suspicion. Les délais de remboursement raccourcis, l'automatisation des décisions et la dissociation croissante entre
geste commercial et la vérification physique ont créé un environnement favorable à l'exploitation opportuniste. Plus le système est fluide, plus il devient vulnérable à ceux qui en testent les limites. Certaines enseignes ont commencé à mesurer les effets de manière très concrète. Dans la mode, secteur particulièrement exposé, des acteurs comme Asos ont observé une concentration anormale des retours sur certains profils clients avec des volumes incompatibles avec un usage strictement correctif. La réponse n'a pas été immédiate ni radicale. Elle a d'abord pris la forme de règles de fair use visant à signaler que le retour n'était pas un droit sans contrepartie. Chez Zara, le choix de rendre le retour postal payant tout en maintenant la gratuité en magasin répond à une logique similaire. Il ne s'agit pas de décourager le retour en tant que tel, mais de réintroduire une forme de friction là où l'automatisation avait effacé toute contrainte. En orientant les flux vers les magasins, l'enseigne reprend partiellement la main sur le contrôle et sur la traçabilité des produits retournés. D'autres acteurs comme H&M ont choisi de lier certaines conditions de retour à l'appartenance à un programme de fidélité. Ce glissement est révélateur. Le retour cesse d'être un droit universel pour devenir un élément du contrat relationnel. Il est accordé plus largement à ceux dont le comportement passé atteste d'un usage mesuré et restreint là où les signaux d'abus s'accumulent. Ces ajustements témoignent d'un même constat. La fraude au retour n'est pas marginale parce qu'elle serait quantitativement dominante, mais parce qu'elle s'insère dans un système qui la rend difficile à isoler. Elle se confond avec le volume, se dilue dans la masse et bénéficie d'un biais structurel en faveur du consommateur. Dans le doute, le remboursement prévaut, non par naïveté, mais parce que le coût d'un litige est souvent supérieur à celui d'un abus ponctuel. Ce raisonnement valable à petite échelle devient problématique lorsqu'il s'applique à des millions de transactions. La répétition transforme l'exception en coût structurel, la tolérance individuelle devient un risque collectif et la fraude, sans jamais se déclarer ouvertement, s'installe comme une variable économique à part entière. Ce qui caractérise cette économie de l'abus, c'est aussi sa capacité d'adaptation. À mesure que certaines portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Le durcissement des contrôles sur le paiement, la sécurisation accrue de la livraison ont déplacé la pression vers le post-achat. Le retour devient alors un terrain d'expression privilégié pour des comportements opportunistes qui n'ont plus d'espace ailleurs. Dans ce contexte, la fraude au retour ne peut être réduite à une succession de cas isolés ou à une dérive morale individuelle. Elle est le produit d'un système qui a longtemps privilégié la fluidité et la vigilance, la rapidité à la vérification, l'expérience à la soutenabilité. Elle prospère moins sur la transgression que sur l'ambiguïté, et c'est précisément ce qui la rend si difficile à combattre sans remettre en cause les fondements mêmes de l'expérience client. Pourquoi certains consommateurs fraudent, rationalisation, seconde main et brouillage moral? Si la fraude au retour trouve aujourd'hui un terrain aussi favorable, ce n'est pas seulement parce que les dispositifs de contrôle seraient insuffisants. C'est parce que, dans un nombre croissant de situations, elle est devenue économiquement rationnelle, non pas au sens moral, mais au sens strict du calcul coût-bénéfice. Le raisonnement est rarement formulé de manière explicite, mais il est largement intériorisé. Le remboursement est rapide, parfois immédiat, le contrôle est différé, voire absent, le risque de sanction est faible, le gain, lui, est tangible. Lorsque ces paramètres sont réunis, la tentation cesse d'être marginale, elle devient une option parmi d'autres dans l'arbitrage d'achat. Ce basculement est renforcé par un phénomène central, l'émergence d'une économie de la revente devenue fluide, accessible et socialement acceptée. Les plateformes de seconde main comme Le Bon Coin ou Vinted ont profondément modifié la trajectoire économique des produits après l'achat. Un article peut désormais être remis sur le marché en quelques minutes, sans intermédiaire, sans justification, avec une probabilité élevée de trouver preneur. Ce point est déterminant.
Pendant longtemps, détourner un produit via un retour frauduleux supposait de le conserver ou de l'écouler dans des circuits contraints. La revente impliquait un effort, un risque, parfois une organisation. Aujourd'hui, la liquidité est quasi immédiate. Un vêtement neuf, parfois encore étiqueté, trouve facilement sa place sur les plateformes de seconde main. Un produit électronique peut être revendu, réparé ou fragmenté en pièces. La fraude, lorsqu'elle existe, s'insère alors dans une chaîne de valeur. Plusieurs enseignes l'ont observé de manière empirique. Des produits remboursés sans retour réapparaissent parfois quelques jours plus tard sur des plateformes de revente dans la même zone géographique à des prix à peine inférieurs aux neufs. Ces situations restent difficiles à exploiter juridiquement, mais elles nourrissent un constat partagé. Le post-achat n'est plus une fin de parcours, c'est un carrefour. Les chiffres disponibles confirment cette lecture. Aux États-Unis, la fraude au retour est estimée autour de 9% des volumes retournés, rapportés à des taux de retour qui dépassent 15% des ventes totales et près de 20% dans l'e-commerce. Cette proportion représente des dizaines de milliards de dollars chaque année. En Europe, les données sont plus fragmentaires, mais les acteurs de la logistique et du service client observent une hausse continue des litiges post-achat depuis la période post-Covid. Dans ce contexte, le rapport aux gestes de fraude se transforme. Il n'est plus nécessairement vécu comme une transgression. Il est rationalisé, le préjudice est diffus, dilué dans un système perçu comme robuste. La victime n'est pas identifiable, le commerçant apparaît comme une entité abstraite capable d'absorber le coût. Cette distance joue un rôle clé dans le brouillage moral qui accompagne ces pratiques. Ce brouillage est accentué par la valorisation sociale de la seconde main. La revente est aujourd'hui associée à des récits positifs de circularité, de sobriété et de responsabilité. Ces récits sont légitimes et nécessaires, mais ils produisent un effet collatéral. Ils rendent moins lisible la frontière entre remise en circulation vertueuse et détournement opportuniste. Pour certains consommateurs, le simple fait qu'un produit continue sa vie suffit à neutraliser la question de son acquisition initiale. À cela s'ajoute un contexte économique plus tendu, la pression sur le pouvoir d'achat, la multiplication des arbitrages contraints, la perception d'un commerce parfois jugé agressif sur les prix, où les conditions renforcent des logiques de compensation individuelle. La fraude au retour peut alors être vécue comme une manière de rééquilibrer une relation perçue comme asymétrique, non comme un acte revendiqué, mais comme une optimisation silencieuse. Ce qui frappe à l'analyse, c'est la progressivité de ces comportements. Ils ne reposent pas sur une rupture nette, mais sur l'accumulation de précédents non sanctionnés. Une première demande acceptée sans vérification, puis une seconde, puis l'observation que le système ne réagit pas. La fraude ne s'impose pas d'emblée, elle devient possible, puis pensable, puis reproductible. Dans cette dynamique, la frontière entre usage intensif et abus se déplace. Elle cesse d'être clairement perçue par le consommateur lui-même. Ce glissement est d'autant plus problématique qu'il repose sur des dispositifs conçus pour faire confiance. Le système ne se fait pas pour tromper par ruse. Il est exploité pour ce qu'il est, fluide, automatisé et tolérant. Comprendre ces mécanismes ne revient pas à les excuser. Cela permet en revanche de sortir d'une lecture purement morale ou défensive. Tant que la fraude au retour sera analysée comme une anomalie extérieure, elle continuera de se déplacer. Tant qu'elle ne sera pas reconnue comme le produit d'un environnement combinant automatisation, liquidité de la revente et invisibilisation des coûts, les réponses resteront partielles. La fraude au retour n'est pas un accident du commerce en ligne. Elle est l'un de ses effets secondaires les plus révélateurs. Elle dit moins quelque chose de la malhonnêteté de certains consommateurs que de la manière dont le commerce organise ses règles, ses promesses et ses angles morts. C'est à ce niveau que se joue désormais la réponse des enseignes. La réponse des enseignes, la fin silencieuse du retour gratuit universel. À partir du moment où la fraude au retour cesse d'être perçue comme une anomalie marginale, pour apparaître
comme un phénomène structurel, la question change de nature. Elle ne relève pas plus seulement de l'optimisation opérationnelle ou de la gestion du service client. Elle devient un sujet de pilotage global, un sujet qui remonte progressivement dans les organisations jusqu'aux directions générales. Ce déplacement est révélateur, il marque la fin d'une approche où le retour pouvait être traité comme un coût absorbable, dilué dans la croissance. Lorsque les volumes se stabilisent, que les marges se tendent et que chaque friction pèse sur l'équation économique, le post-achat cesse d'être un angle mort. Il devient un espace stratégique au même titre que le pricing, la logistique ou le paiement. Face à cette réalité, les enseignes ont d'abord été tentées par des réponses simples: rendre le retour payant, allonger les délais de remboursement, multiplier les justificatifs. Autant de mesures qui promettent un effet rapide mais qui se heurtent très vite à leurs propres limites. En durcissant distinctement les règles, elles déplacent la contrainte vers l'ensemble des clients, y compris ceux dont l'usage est légitime. La défiance devient alors collective et le remède risque de fragiliser davantage la relation qu'il ne corrige les abus. Ce constat a conduit une partie des acteurs à changer de méthode. Plutôt que de renforcer la règle, ils ont commencé à affiner la lecture des comportements. Le retour n'est plus envisagé comme un acte isolé, mais comme un épisode inscrit dans une trajectoire client. Ce glissement est décisif, il permet de sortir d'une logique binaire, retour accepté ou refusé, pour entrer dans une approche plus graduée et plus contextuelle. De la règle uniforme à la lecture des comportements. Dans cette nouvelle configuration, la data n'est pas mobilisée comme un outil de surveillance, mais comme un instrument de discernement. Il ne s'agit pas de distinguer des fraudeurs, mais d'évaluer des situations. Historique de commande, fréquence des retours, cohérence des motifs, ancienneté de la relation, valeur client dans le temps. Autant de signaux qui, pris ensemble, permettent de qualifier une demande sans basculer dans le soupçon systématique. Cette approche s'inscrit dans la continuité logique avec ce que certaines enseignes ont déjà expérimenté sur le terrain du paiement. Chez Fnac Darty, comme chez d'autres acteurs matures, la lutte contre la fraude n'a jamais reposé sur un durcissement aveugle, mais sur la capacité à préserver la fluidité pour la majorité tout en concentrant l'attention là où les signaux s'accumulent. Cette philosophie trouve aujourd'hui une application naturelle dans le post-achat. Concrètement, cette lecture comportementale permet de différencier les réponses sans les rendre arbitraires. Un client dont l'historique est cohérent continue de bénéficier d'un remboursement rapide. Un autre, dont les demandes se multiplient ou dont les motifs se contredisent, voit son dossier traité avec davantage de précaution. Le contrôle n'est plus systématique, il est ciblé et la confiance n'est pas retirée, elle est ajustée. Ce changement de posture transforme profondément la politique du retour. Celle-ci cesse d'être un droit implicite et universel pour devenir un élément du contrat relationnel. Il n'est plus garanti de la même manière à tous, mais conditionné à la cohérence des usages dans le temps. Cette évolution est rarement formulée explicitement, car une transparence totale serait contre-productive. Elle est néanmoins impliquée de manière de plus en plus assumée. Les ajustements observés ces dernières années s'inscrivent dans cette logique. Le retour gratuit conservé en magasin mais rendu payant par voie postale, les conditions préférentielles réservées aux membres fidèles, les règles du fair use introduites pour les profils à forte intensité de retour. Ces mesures ne visent pas à supprimer le retour, mais à en reprendre le contrôle sans rompre frontalement avec les standards de l'expérience. Ces choix ne sont pas sans risque. Ils exposent les enseignes à des critiques, parfois à des accusations d'injustice ou d'opacité. Ils posent des questions légitimes d'équité, notamment pour des consommateurs dont les retours fréquents s'expliquent par des contraintes objectives. C'est précisément pour cette raison que la lecture comportementale devient centrale. Elle permet d'éviter des réponses mécaniques, de réintroduire du discernement là où la règle brute échoue. Peu à peu, le retour devient un espace de gouvernance à part entière. Il ne s'agit plus seulement de réduire un coût, de maintenir une promesse, mais de piloter un équilibre fragile.
Chaque décision engage des effets à long terme sur la relation client, sur la perception de la marque et sur la soutenabilité économique. Les enseignes avancent donc avec prudence, souvent sans annonce spectaculaire, conscientes que toute rupture trop visible pourrait produire des effets inverses à ceux recherchés. Ce mouvement dit quelque chose de plus profond de l'état du commerce contemporain. Il marque la fin d'un modèle fondé sur la confiance généralisée, supposée indéfiniment soutenable. Il ouvre une phase plus mature où la confiance n'est pas abandonnée, mais gouvernée, où l'expérience client ne disparaît pas, mais cesse d'être pensée indépendamment de ses conséquences économiques. Le retour n'est plus un geste automatique, il est devenu un révélateur de la capacité du commerce à faire confiance sans se rendre vulnérable et à se protéger sans rogner ce qui le relie à ses clients. Le retour, ligne de fracture du commerce contemporain. La question de la fraude au retour ne renvoie pas à une défaillance ponctuelle du commerce en ligne. Elle révèle une transformation plus profonde, celle d'un modèle arrivé à maturité, contraint de regarder en face les effets secondaires de ses propres promesses. Ce qui était conçu comme un levier de confiance s'est progressivement mué en zone de tension, exposant les limites d'un système bâti sur la fluidité plus que sur la résilience. En cherchant à lever tous les freins à l'achat, le e-commerce a longtemps privilégié une confiance généralisée presque mécanique. Cette confiance a permis l'adoption massive du canal, mais elle a aussi créé des angles morts, automatisation des remboursements, dissociation entre l'acte d'achat et le contrôle physique du produit, dilution des responsabilités dans des volumes toujours plus importants. La fraude au retour ne surgit pas en rupture avec ce modèle, elle en est l'un des révélateurs les plus nets face à cette réalité. Les enseignes ne disposent pas de solution simple. Durcir distinctement les règles reviendrait à fragiliser la relation avec la majorité des clients de bonne foi. Fermer les yeux, en revanche, condamnerait à absorber des coûts devenus structurels. Entre ces deux impasses s'esquisse une voie plus exigeante, celle d'une confiance pilotée, contextualisée et assumée dans ses arbitrages. La lecture comportementale, appuyée par la data, ne constitue pas une réponse technique, encore moins une promesse de neutralisation totale de la fraude. Elle traduit un changement de posture. Le retour n'est plus envisagé comme un droit abstrait, mais comme un élément du contrat relationnel, inscrit dans une histoire, une cohérence, une trajectoire. Ce déplacement permet de réintroduire du discernement là où la règle uniforme échoue. Ce que cette évolution met en lumière, au-delà du seul sujet des retours, c'est la fin d'une certaine innocence du commerce en ligne. L'expérience client ne peut plus être pensée indépendamment de ses coûts, pas plus que la protection du modèle ne peut s'opérer au détriment de la relation. Le commerce entre dans une phase où chaque promesse doit être gouvernée, arbitrée et assumée. Le retour, longtemps relégué au rang de détail opérationnel, devient ainsi une ligne de fracture. Il sépare un commerce de la promesse, fondé sur la générosité implicite, d'un commerce de la responsabilité, conscient de ses limites et attentif à ses usages réels. Non pas un renoncement à la confiance, mais une redéfinition de ses conditions. Dans cet équilibre instable, l'enjeu n'est pas d'éradiquer toute fraude, ambition complètement illusoire, mais de préserver ce qui fait encore la valeur de la relation commerciale. Faire confiance sans s'aveugler, se protéger sans se renier, c'est sans doute à cette capacité de discernement que se mesurera demain la maturité du commerce. Free audio post-production by alphonic.com.